Donc, si vous le souhaitez, on ouvre le débat. Merci beaucoup. Je remercie les intervenants pour des exposés extrêmement précis, descriptifs, presque des mini-cours sur cette région asiatique. Mais moi, j'ai une question un peu plus simple, qui est tout simplement, est-ce que tout cela est dangereux? Je veux dire, si on veut problématiser un peu, quel est alors je la pose surtout au commandant et à Étienne de Durand. Est-ce que tout cela est dangereux? Est-ce que vraiment, vous, d'un point de vue français, et Étienne, d'un point de vue plus stratégique, vous pensez qu'il y a aujourd'hui plus de risques de rupture de la stabilité chaotique en Asie qu'il y en avait il y a 10 ans ou il y a 5 ans? Autrement dit, est-ce qu'on est proche ou pas d'un moment où une vraie conflictualité ouverte pourrait apparaître dans cette zone? On prend peut-être 2 ou 3 questions, s'il y en a d'autres. Sinon, celle-ci, oui. Bonjour, merci de vos interventions. Je voulais poser la question de l'attitude des pays qui sont approchés par la Chine d'une manière, semble-t-il, parfaitement unilatérale, savoir si ces pays, que ce soit le Vietnam, les Philippines, etc., éventuellement le Japon, ont une position commune, en quelque sorte, en matière d'application du droit international et éventuellement en matière un petit peu plus stratégique et de coopération militaire et diplomatique. Merci. Une troisième, au fond de la salle. Et puis on s'arrêtera là pour cette première série. Oui, Christian Malice, c'est une question pour le commandant. Est-ce que vous pourriez préciser la signification stratégique du projet de nouvelle route de la soie? Il y a des enjeux liés à la table ronde navale, mais il y a aussi le développement de l'Asie, la partie occidentale de la Chine. Et est-ce que vous pourriez qualifier ce projet, c'est-à-dire nous dire si, selon vous, au-delà des déclarations d'intention, des fonds mobilisés, il y a une intention stratégique qui devrait se concrétiser selon toute probabilité de la part des Chinois ou pas? Merci. Merci. Donc on a trois questions qui concernent l'ensemble des intervenants, ou presque. Commandant, peut-être, puisque vous avez été le dernier à être interpellé. Oui, mais merci. Le projet de nouvelle route de la soie, c'est effectivement un vrai projet stratégique qui doit permettre à la Chine de ne pas dépendre de liens avec les États-Unis, ou en tout cas avec le continent américain, vers le Pacifique, donc de contourner cela. Et ce projet de route de la soie dans les pays d'Asie centrale, c'est aussi l'expression de l'influence chinoise. C'est aussi d'une autre façon amener plus de calme dans leur province à majorité musulmane, avec un développement économique. Et c'est parce que le gros problème de la Chine, c'est que finalement son développement économique est très inégal. Et c'est pas seulement entre villes et campagnes, c'est aussi entre les régions. Donc il y a un peu cet objectif. Et la facette maritime, c'est bien l'affirmation de l'intérêt global de la Chine. Donc ce que j'indiquais tout à l'heure, la Chine ayant envoyé une flotte récemment faire le tour de l'Afrique, mais la Chine a des accords, des facilités navales, ce ne sont pas des implantations, mais des facilités navales avec Djibouti, avec la Namibie, évidemment avec Sri Lanka. Donc tout ce que les Américains qualifiaient de collier de perles, ce dont les Chinois ne veulent pas entendre parler, puisqu'ils sont plus fins dans leur approche, c'est bien quand même assurer leurs exportations, mais assurer aussi leurs importations, puisqu'ils dépendent quand même du pétrole du Moyen-Orient. Donc la réalisation, c'est un vrai projet économique, c'est un vrai projet stratégique, puisque les deux sont extrêmement liés, et que d'un point de vue politique intérieur, la Chine a besoin de continuer un développement économique fort pour s'assurer que la stabilité sociale est là, pour s'assurer que le Parti communiste chinois poursuit son développement, sa mainmise politique, sans avoir trop de rébellion, et que parallèlement, les forces militaires chinoises aussi, qui sont pas totalement indépendants du Parti communiste chinois, mais qui peuvent avoir des objectifs différents, ont de quoi
s'occuper en quelque sorte en ayant donc une présence militaire, une sécurité à assurer pour toutes ces routes-là. Et au bout du compte, on retrouve une autre préoccupation dans l'extrémité de ces routes, ce sont bien les populations chinoises. Il y a 1 million de Chinois en Afrique maintenant. Donc la Chine se doit quand même de répondre aux besoins de ses ressortissants. Donc, voilà. Maintenant, l'échéance, la concrétisation, elle va se faire à la mode chinoise, c'est-à-dire pas à pas, la Chine ayant l'éternité devant elle. Merci, commandant. Peut-être un mot sur la réalité, la perception en tout cas du danger. Est-ce que... Oui. Alors, la perception du danger, paradoxalement, moi j'aurais presque tendance à dire que le danger viendrait plutôt que d'un conflit ou d'une déflagration entre Chine et États-Unis. Je le verrais plutôt venant avec tous les autres acteurs plus petits, comme par exemple l'Indonésie qui récemment, en 2014, a publié une stratégie maritime. Et dans sa stratégie maritime, elle est très inquiète parce que certaines îles qui doivent être les Nakoba, ou je n'ai plus le nom en tête, qui sont dans le sud des zones revendiquées par la Chine, sont en fait indonésiennes. Et donc l'Indonésie a décidé de développer une base navale sur place, a décidé d'assurer la sécurité et la protection de l'intégralité de sa zone maritime, tout en évitant évidemment un antagonisme trop fort avec la Chine. Mais là, les possibilités de dérapage sont plus fortes parce que ce qu'indiquait tout à l'heure Étienne de Durand sur la différence entre enjeux vitaux et enjeux stratégiques, dans un cas pour la Chine, dans l'autre pour les États-Unis, là pour tous ces pays-là plus petits, ça peut être des enjeux vitaux. Et lorsque les enjeux vitaux sont vraiment clairement menacés, la réaction peut être forte. Voilà, alors ça c'est ma vision, c'est pas du tout la vision ministère de la Défense que je ne connais pas totalement sur le sujet, mais c'est bien ma vision. Mais est-ce que la Chine dépassera la ligne rouge, Emmanuel Puig ? Militairement parlant, c'est très très improbable pour tout un tas de raisons. La première, c'est que je parle à court terme évidemment, hein, pas de futurologie gratuite. À court terme, c'est hautement improbable en raison premièrement de l'état actuel des capacités chinoises, qui sont, en dépit d'une modernisation à marche forcée, encore lacunaires, et lacunaires dans tout ce qui fait réellement la force d'une armée, et je pense que le commandant ne dira pas le contraire, c'est l'expérience des hommes. L'entraînement, et là on a tout un tas de problèmes, l'APL fait face à tout un tas de problèmes qui sont absolument cruciaux et qui ne peuvent se résoudre effectivement qu'avec le temps, avec l'expérience et éventuellement effectivement soit plus d'entraînement, plus d'exercice, soit plus de conflits. Hein. Et je ne pense pas qu'il soit dans l'intérêt ni dans la vocation des militaires chinois d'aller au conflit pour le plaisir de gagner de l'expérience. Deuxièmement, il faut savoir qu'en Chine, il existe quand même une défiance politique qui émane des dirigeants civils, qui a la différence de tous les dirigeants chinois jusqu'au milieu des années 90, qui possédaient tous une légitimité militaire, une expérience militaire. Aujourd'hui, plus un seul dirigeant chinois n'a de véritable expérience militaire. Et Xi Jinping, par exemple, a un rapport avec l'armée qui est effectivement assez proche, mais uniquement du fait qu'il a été secrétaire du parti dans des assemblées civilo-militaires dans la région notamment militaire de Nankin. Mais lui n'a véritablement aucune expérience concrète de passage militaire, etc. Et c'est même pire avec d'autres dirigeants, d'autres membres du comité permanent du bureau politique, donc les 7 personnes qui, à l'heure actuelle, dirigent véritablement la Chine, qui n'ont, même dans leur réseau et au sein de leur soutien politique, pas d'assises réellement militaires. Donc il existe à l'heure actuelle une véritable défiance et une interrogation profonde au sein des dirigeants civils, parmi les dirigeants civils, de savoir s'ils peuvent véritablement faire confiance aux militaires, s'il faut suivre l'expertise des militaires, s'il faut faire confiance aux militaires quand ils vous disent qu'ils sont prêts et qu'ils maîtrisent pleinement leurs capacités et leurs technologies. Et c'est une tension
palpables qui traversent le pouvoir chinois à l'heure actuelle. Pour revenir sur la question donc, de la position commune, le problème essentiellement qui concerne les Spratlys, c'est que non seulement la Chine a effectivement des problèmes de revendication bilatéraux avec les 6 pays que j'ai mentionnés, mais les 6 pays en ont entre eux, ce qui n'aide pas à avoir une position commune en fait. Et la Chine joue à plein de ces divisions. En menant excessivement bien et avec une grande finesse la politique à la fois de la rétorsion économique mais aussi de la rétribution et de la récompense, que ce soit sur le plan politique au sein de l'ASEAN mais aussi avec des politiques d'investissement direct, etc. Voilà, donc non, il n'y a pas de position commune, il y a la possibilité un jour d'arriver à un code de conduite à travers l'ASEAN, ASEAN plus 3, mais là encore, la Chine fait tout pour miner et repousser l'adoption de ce code de conduite et joue à plein sur les divisions pour éviter justement que n'émerge une position commune. Merci. Étienne, sur... Oui, sur le danger. Quel est le risque ? Le risque est réel et le risque est croissant, à mon avis, à moyen terme, pour plusieurs raisons. D'abord, je n'y reviens pas, mais il y a un héritage, il y a un passif historique lourd, pas qu'entre les Américains et les Chinois, d'ailleurs entre plusieurs pays de la région. Et on a vu qu'il n'y avait d'ailleurs pas d'organisation adaptée, de forum adapté, de règlement des différends. Deuxièmement, nous sommes dans une situation assez classique, pour une fois décrite relativement bien par la science politique, c'est-à-dire le moment où le challenger arrive progressivement au niveau de la première puissance. Donc je renvoie à Gilpin et à ses travaux. Donc la montée en puissance de la Chine va nous conduire à un moment ou à un autre en situation d'égalité relative, économiquement, technologiquement et donc militairement, au moins en partie. Troisième raison, et j'ai essayé de le montrer, les ruptures technologiques et militaires sont possibles. Je vais donner un seul exemple. Si le duel actuel entre les défenses solaires et les différents moyens dont les Américains disposent pour pénétrer des zones contestées tourne nettement à l'avantage des défenses solaires, ce qu'on ne peut pas exclure, ça va poser un problème immédiat à la supériorité américaine navale et au-delà dans toute la région. Et un problème qui n'est à peu près pas gérable militairement, sauf à déployer des troupes au sol en très grand nombre, ce que je ne vois pas du tout les Américains faire pour tout un tas de raisons politiques. Ça sera anticipé par les alliés des États-Unis qui se sentiront donc en situation de danger et qui réagiront diversement en fonction de leurs possibilités, de leurs moyens, etc. Mais ils ont des... Non, je vais donner un seul exemple. Le Japon, nous le savons tous, dispose de grandes quantités de matières fissiles, par exemple. Donc le jour où le Japon ne se sent plus suffisamment protégé pour des raisons soit politiques, soit militaires par les États-Unis, a priori, il agira en conséquence. Et ça m'amène à un dernier point. La dissuasion dans cette zone du monde est complexe, elle est moins stable qu'elle n'a pu l'être en Europe, puisque nous l'avons vu, des revendications territoriales en compétition les unes avec les autres. Puisque nous n'avons pas d'organisme de gestion, on n'est pas du tout dans la situation de l'Europe de la guerre froide post-crise de Berlin, donc disons les années 60-70. On est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, avec en plus une vraie opacité de la posture chinoise sur un certain nombre d'aspects, sans même rajouter de la problématique nord-coréenne dans tout ça. Donc quand on additionne toutes ces raisons, la dynamique de compétition, l'incertitude sur un certain nombre de capacités militaires et la façon dont elles vont évoluer, autant je pense qu'en effet, jusqu'à assez récemment, la supériorité américaine était suffisamment nette pour que les Chinois ne soient pas tentés par quelque chose, autant ça me paraît beaucoup plus douteux à moyen terme. Et comme je le disais, ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura conflit, ça peut se résoudre, les Américains peuvent se retrouver en fait autodissuadés de prendre un certain nombre de risques, ils peuvent ramener progressivement un certain nombre de moyens, de plus en plus loin de la zone, mais ça aura des implications sur la stabilité de la zone elle-même. Alors, sommes-nous concernés, dernier point, nous Français ? A priori pas tellement, parce que nous ne sommes évidemment pas en première ligne, il y a d'autres pays qui gèrent, les Américains puis les puissances de la région. Deuxièmement, nous n'en avons pas les moyens, il ne faut pas se le cacher, par rapport aux ambitions du livre blanc de 2008. Il faudrait des réinvestissements très considérables pour qu'on soit capable d'agir de cette zone. En revanche, ça a bien des implications sur nous. Pourquoi ? Parce que les États-Unis sont la puissance militaire de référence et que ce qu'ils sont en train de développer, pendant l'exemple qui est celui d'Air Sea Battle, donc un ensemble à la fois de capacités et de concepts. Pour l'instant, c'est plutôt sur le papier qu'autre chose. Mais enfin, ce qu'ils vont développer pour répondre aux défis de la montée en puissance, entre autres militaires de la Chine, ça va être évidemment regardé par tous les acteurs militaires dans le monde et ça va, si je puis dire, donner le là militairement.
Donc ça aura des implications pour nous d'un point de vue capacitaire. Voilà. Merci. Juste un complément sur la question des divisions au sein de l'ASEAN. Ça résulte bien entendu d'une perception différente de la Chine et de la supposée menace chinoise au sein de ces pays, donc de l'histoire. Et le fait que l'ASEAN effectivement soit profondément divisée, que la Chine joue très bien de ces divisions, a contribué à l'échec du dernier sommet de l'ASEAN. Donc l'avant-dernier précisément, en 2012 à Phnom Penh, la Chine a exercé de telles pressions sur le Cambodge, dont elle finance bien des infrastructures et de gros projets, que effectivement, pour la première fois, les pays de l'ASEAN n'ont pas signé de communiqué commun. Et tout récemment, je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, le Cambodge a encore a défendu la ligne chinoise qui consiste à valoriser les négociations bilatérales, évidemment, sur la dimension multilatérale. Donc, on est effectivement l'ASEAN en tant que tel est confronté à un véritable défi pour relever ces menaces et pour effectivement réduire en tout cas le niveau de la menace dans la région. Emmanuel l'a dit, en plus un certain nombre de pays sont en conflit les uns avec les autres. C'est le cas notamment d'ailleurs du Vietnam et des Philippines qui opèrent par ailleurs un rapprochement sous l'effet de la pression chinoise. Mais la dernière dimension qui me semble important d'ajouter, c'est la dimension politique intérieure, précisément, parce que on voit bien que un certain nombre de gouvernements, c'est précisément le cas du gouvernement vietnamien, sont critiqués pour des supposées positions trop faibles vis-à- d'vis de la Chine. Le sentiment anti-chinois au Vietnam, en tout cas critique de ce qui est interprété comme une volonté d'hégémonie et d'expansion de la Chine au détriment des autres pays de la région, est tel qu'il transcende véritablement toutes les catégories politiques, sociales, générationnelles dans le pays. Donc on peut très bien imaginer effectivement un débordement de la population à l'occasion d'une crise que le gouvernement ne maîtrise pas bien ou mal en tout cas, et qui se dégénère en affrontement bilatéral. C'est pour répondre aussi à la question sur le danger, je crois qu'il peut venir aussi de la scène politique intérieure dans un certain nombre de ces pays. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a encore 5 minutes. Bon, l'amiral posera la dernière question, je suis désolé, on me fait signe que c'est bientôt la fin. Alors, 2 questions très brèves s'il vous plaît, et on essaiera d'être aussi bref dans nos réponses. Oui, vous avez assez peu parlé de la Russie. Monsieur Grachev nous a bien montré le nouveau nationalisme russe avec le tropisme asiatique, renforcé par les actions de l'Union européenne qui se tournent plus maintenant vers la Chine. On le voit dans le domaine de l'industrie de défense avec des contrats, j'en évoquerai un important tout à l'heure. Est-ce que vous constatez dans ce nouveau contexte un renforcement, une évolution de la présence navale russe dans la région? Merci. Merci. Une deuxième, très vite, ou non? C'est bon. Bon, d'accord. Si. Vous aviez levé la main avant, donc une deuxième, ce sera la dernière, je suis désolé. Monsieur. Il y a des négociations économiques, commerciales et un transpacifique traité qui est en discussion. Est-ce que ça a des aspects géostratégiques ou est-ce que la géostratégie peut expliquer des positions différentes ou différenciées des différents partenaires, notamment américains la Chine ne faisant pas partie des négociations de ce traité? Étienne, en 2 mots peut-être? Non, moi tout ce que je peux dire, c'est que les Russes conservent un très grand nombre d'armes nucléaires tactiques, comme nous le savons tous, et quels que soient les contrats gaziers qu'ils signent et leur volonté de développement du côté asiatique, il y a une seule bonne raison de conserver autant d'armes nucléaires tactiques, et cette raison, elle est à l'est et pas à l'ouest. Peut-être sur la présence russe. Oui, c'est dans les volontés russes que de renforcer leur flotte du Pacifique. Donc ils ont principalement évoqué des sous-marins et des destroyers de génération plus moderne. Et dans leur affirmation de présence, le Japon est régulièrement en train de regarder l'activité russe d'un mauvais œil. En revanche, Chine et Russie
continuent à organiser des exercices communs, que ce soit en Asie ou en Méditerranée, puisque là, ce sont deux pays qui sont arrivés à un niveau où ils ont des intérêts communs. Ils parlent sur un pied d'égalité, d'ailleurs de moins en moins, puisque la Chine est maintenant a largement plus d'importance géostratégique que la Russie. Mais la Russie ne veut pas laisser complètement filer le Pacifique. Même s'il y a quelques millions de Chinois qui ont franchi la frontière et qui vivent maintenant en Russie, en Extrême-Orient, la Russie a besoin d'avoir ces deux facettes parce que l'économie, le centre économique mondial est bien en Asie. Et donc la Russie a compris ça comme les États-Unis ou comme un certain nombre d'Européens. Manuel ? Sur le TPP, le Trans-Pacific Partnership, c'est en fait le soubassement économique et financier du rebalancing américain, aussi connu initialement comme le pivot. C'est en cours de négociation. En ce moment, la phase de négociation entre les Américains et les Japonais achoppe sur pas mal de problèmes. Sans être technique, disons que cet aspect, cette dimension, je disais, c'est vraiment le soubassement du rebalancing américain. Donc, j'ai peur que sans TPP réel, il n'y ait pas, à terme, de véritable rebalancing américain. Et je termine juste pour conclure cette table ronde sur un mot d'actualité à propos des activités russes en mer de Chine méridionale, puisqu'il a été constaté ces derniers jours, en fait, une recrudescence des activités aériennes. Et vous savez peut-être que les Russes bénéficient de facilités sur la base de Cam Ranh, qui est stratégiquement essentielle sur la côte méridionale du Vietnam et dans l'ensemble de la région. Donc c'est scruté attentivement actuellement par les pays de la région et bien sûr par les États-Unis. Et ça peut éventuellement freiner le rapprochement que les États-Unis envisagent avec le Vietnam. Voilà, donc ça a des implications directes sur l'actualité. Merci beaucoup, merci à tous les intervenants et nous reprenons dans moins de 10 minutes, je crois. Voilà. Merci.